Merci, bonsoir. Donc merci d'être présent pour cette rencontre ce soir autour du livre de Yascha Mounk, Le peuple contre la démocratie. Vous avez pu voir qu'il était disponible à l'entrée et que Yascha Mounk restera après la rencontre si vous désirez le faire dédicacer un exemplaire. Voilà, c'est un débat, vous l'avez compris, qui est organisé par la Fondation Jean Jaurès en collaboration avec l'Institut Montaigne, les éditions de l'Observatoire et France Culture. Dans les 2 heures qui viennent, nous allons donc discuter d'un phénomène peu réjouissant, la mort possible des démocraties, même dans des pays où elles semblaient pourtant bien installées historiquement, comme les États-Unis, évidemment, des pays d'Europe. Mais ne vous inquiétez pas, des solutions existent. Il y aura un petit peu d'optimisme à la fin, des solutions qui sont dans le livre de Yascha Mounk. Il en propose un certain nombre sous forme de remèdes. Alors je vais céder la parole dans quelques instants à l'auteur pour qu'il développe en quelques points la thèse de cet essai, avant de faire réagir l'historien et économiste Nicolas Bavray et le directeur général de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Nous aurons ensuite un temps de discussion avec la salle, ensemble, avant de passer à la discussion avec la salle, avec vous. On pourrait poser des questions. Avant cela, il faut quand même vous présenter Yascha Mounk, car si votre essai arrive auréolé de son succès aux États-Unis, vous êtes un jeune chercheur dont la notoriété vient tout juste de traverser l'Atlantique, et pour cause, c'est votre premier livre traduit en français, donc aux éditions de l'Observatoire, une langue que vous maîtrisez parfaitement, comme on va pouvoir s'en rendre compte au cours de cette discussion. Vous êtes, Yascha Mounk, un vrai intellectuel 3.0, à 360 degrés, comme on dit aujourd'hui dans les médias. Vous enseignez les sciences politiques à Harvard, dont vous êtes diplômé, après avoir également fait des études d'histoire en Angleterre, au Trinity College de Cambridge. Vous écrivez aussi régulièrement dans des journaux comme Slate, le Slate américain, et vous tenez une chronique régulière dans ce journal, et vous proposez aussi des podcasts. On peut vous entendre dans ces podcasts, et donc maintenant un livre sur la fragilité des démocraties contemporaines, une fragilité qui tient à la conjonction de 2 phénomènes: la montée d'un populisme antilibéral ou illibéral, on verra quel terme a votre préférence, et dans le même temps, l'affirmation d'un libéralisme de plus en plus antidémocratique chez les élites, qu'elles soient des élites politiques ou des élites technocratiques. Alors j'ai déjà un peu trop parlé, mais encore un petit mot tout de même du contexte politique et intellectuel dans lequel ce livre paraît, celui évidemment de l'élection de Donald Trump, rendue encore plus effrayante par les révélations du livre récent, ou en tout cas apparaître, de Bob Woodward, pour ceux qui ont écouté les informations. Et la fin de la démocratie est un phénomène qui travaille les intellectuels aux États-Unis depuis un certain temps maintenant. On citera un autre livre qui a eu beaucoup de succès cette année de vos collègues d'Harvard, je crois, Steven Levitsky et Daniel Ziblatt, How Democracy Die, comment meurt la démocratie. Autre succès de librairie cette année. Mais évidemment, il s'inscrit aussi dans le contexte européen et la constitution d'un axe Orban-Salvini qu'on a vu à l'œuvre récemment et qui pèsera sur les prochaines élections européennes sera l'occasion, j'en suis sûr, d'une discussion entre vous. On en discutera donc après que vous nous ayez expliqué, Yascha Mounk, que vous ayez développé en quelques minutes, dans le quart d'heure qui vient, ce livre, son origine et évidemment sa thèse principale. Je vous laisse la parole. Premièrement, merci beaucoup pour cette introduction trop généreuse et du fait que maintenant je suis convaincu au moins que je vais convaincre l'audience d'un point essentiel, c'est que je ne maîtrise pas du tout le français de manière parfaite. Ça, au moins, je suis sûr que je vais avoir du succès dans cette... je suis grandi en Allemagne, j'avais des parents polonais. Quand j'étais un enfant, ils faisaient parfois des blagues sur la situation politique en Pologne 20 ou 30 ans avant que j'étais né. Et alors, normalement, je ne comprenais pas trop de ce qu'ils parlaient, parce que je ne connaissais pas trop bien les personnages mineurs polonais des années 60. Et peut-être aussi parce qu'il y avait un certain sentiment de désespération, que comme quelqu'un qui avait la grande chance de grandir dans une démocratie libérale, je ne connaissais pas vraiment. Mais il y a une blague à laquelle je me rappelle assez bien, je vais la partager. C'est un homme qui va chez lui à la maison très tard un soir après le travail. Il est presque chez soi quand il voit dans la distance un autre mec qui est complètement bourré et qui est en train de vomiter à la
à une partie de la rue. Et le moment qu'il voit ce mec, il sourit, il va vers lui, il met sa main à lui, il dit mais mon cher camarade, je partage complètement votre analyse politique. Vous voyez peut-être pourquoi cette blague est de l'actualité politique. Si moi je regarde les développements politiques en Europe pendant les dernières 2 ou 3 ans, j'ai envie de faire la même chose. Il y a le fait que des populistes qui n'ont pas juste des préférences, des valeurs qui peut-être ne sont pas les miens, mais qui s'attaquent aux valeurs plus fondamentales de notre système politique, sont en forte croissance. Dans l'année 2000, des partis populistes avaient plus ou moins 5% de votes dans les élections nationales en Europe. Maintenant, en moyenne, ils ont 26 ou 27% du vote. On verra ce dimanche en Suède que même dans des pays dans lesquels la social-démocratie un jour était dominante, des partis très radicaux puissent avoir un grand succès. Si vous vous souvenez de Winston Churchill qui parlait du rideau de fer qui s'abaissait sur l'Europe, du Stettin dans le nord jusqu'à Trieste dans le sud, aujourd'hui on peut suivre ce rideau de fer et après ça continuer à l'ouest à Bari ou à l'est à Athènes et jamais laisser un pays gouverné par les populistes. Et comme je montre dans mes travaux, ces phénomènes ont des causes assez profondes. Alors, premièrement, ce n'est pas juste que les peuples européens ou américains se sont réveillés un jour, ils sont devenus fous, ils ont voté pour les populistes. C'est que depuis longtemps, ils se sont détournés de la démocratie. Aux États-Unis, par exemple, si on demande aux citoyens nés dans les années 30 ou les années 40, si c'est essentiel de vivre dans une démocratie, plus que 2/3 disent que oui, c'est essentiel. Si on demande aux Américains plus jeunes, nés par exemple depuis le 1980, moins qu'un tiers est en accord avec ça. Et ça n'est pas juste une histoire des jeunes en Amérique, c'est aussi dans d'autres groupes d'âge et dans d'autres pays. Regardons tous les citoyens français, par exemple. Il y a 20 ans, 1 sur 4 disait, c'est déjà beaucoup, 1 sur 4 disait qu'ils aimeraient bien un homme fort qui ne doit pas trop penser aux élections ou au Parlement. En 2016, c'était déjà 1 sur 2. Alors, regardons tous ces différents phénomènes. Il me semble qu'il faut un peu repenser les assumptions de base qu'on avait fait il y a 20 ans. Premièrement, l'idée qu'il y avait des démocraties libérales dans des pays riches avec une tradition longue de démocratie qui était complètement consolidée, comme disent les politologues, qui était complètement sûre, ne semble plus être actuelle. Il y a la fameuse thèse de Francis Fukuyama de la fin de l'histoire, mais je trouve trop facile de un peu mettre à part cette thèse parce qu'en fait, il y avait un genre de consensus entre les politologues, même qui n'aimaient pas cette thèse, que des pays comme la France, comme les États-Unis, comme l'Italie avaient des démocraties certaines. Dans un fameux papier des années 90, par exemple, Adam Przeworski de New York University disait qu'il n'y a pas un exemple historique des pays démocratiques qui avaient plus ou moins 13 000 euros BIP par an et qui avaient changé de gouvernement de manière libre par les élections démocratiques plus que 2 fois, qui étaient écroulés. Et du coup, une fois qu'on avait rejoint ce niveau, on ne devrait plus se faire de soucis. En réalité, cette thèse a été
montré d'être fausse cette année. Parce que l'Hongrie est plus riche que 13 000 euros BIP par an, par personne. Elle avait changé de gouvernement de manière démocratique 4 ou 5 fois depuis la chute du communisme. Et pourtant, il y a eu des élections en mars dans lesquelles Viktor Orban a été réélu dans des élections qu'il a essayé dans de langage frappamment pas diplomatique à nommer not free and fair. Ça, c'est la première grande manière de penser la politique qu'on doit changer. La deuxième, c'est l'idée que la démocratie et le libéralisme vont toujours ressembler. Alors pour moi, c'est important de réaliser qu'il y a une tendance entre les politologues, les intellectuels, de définir la démocratie de manière tellement élargie que toutes les choses qu'on aime bien sont là-dedans. Et ça veut dire qu'on ne puisse plus penser de manière claire qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde. Du coup, pour moi, c'est clair qu'on vit dans des systèmes politiques qui ont 2 buts principaux, qui sont 2 buts un peu séparés. Premièrement, le but démocratique, la souveraineté du peuple, c'est-à-dire que les gens ont vraiment le ressentiment, ils voient que leurs opinions sont traduites en politique, qu'il n'y a pas un dictateur ou un monarque ou un prêtre qui lui dit que faire, mais que nous, ensemble, en tant que citoyens, on décide notre sort politique. Et deuxièmement, en même temps, le libéralisme dans le sens philosophique, qu'on a de la liberté individuelle, que nous, en tant que citoyens individuels, puissent dire ce qu'on veut dire ou pas dire ce qu'on ne veut pas dire. Qu'on puisse avoir la religion qui nous semble juste ou pas avoir de religion du tout. Qu'on puisse mener notre vie privée dans la manière dans laquelle on veut. Et pour ça, on a besoin des droits individuels et de la séparation des pouvoirs. Ce qu'on est en train de vivre, selon moi, est la séparation entre ces 2 buts principaux. Alors, pour longtemps, on a vécu dans des systèmes que je nommerais un libéralisme adémocratique, dans lequel, plus ou moins, on n'était pas parfait, mais on était assez bien en assurant les droits individuels, la liberté individuelle, mais on était de moins en moins bien en traduisant les voix du peuple en politique. Ça avait 2 causes principales. Premièrement, le grand rôle et le rôle croissant que l'argent joue dans la politique. Si on regarde par exemple à Bruxelles, il y avait peut-être 500 lobbyistes dans les années 70 et maintenant il y en a 30 000. Et deuxièmement, la croissance des institutions d'experts et technocrates. Il inclut les banques indépendantes qui ont de plus en plus de pouvoir et de plus en plus d'indépendance. Il inclut des agences comme par exemple en Amérique le Environmental Protection Agency, le Consumer Protection Bureau, qui font beaucoup de décisions sur plein de questions sociales et économiques. Aux États-Unis maintenant, il y a plus ou moins 300 lois par an, mais il y a plus que 3000 règles passées par ces agences non démocratiques. Il inclut les traités de libre marché, etc. Juste un mot sur ça. C'est un peu tentant de dire, comme disent les populistes, que toutes ces institutions sont complètement illégitimes, qu'ils sont juste un complot des élites et qu'il faut alors les abolir. Je ne suis pas d'accord avec ça. En fait, la plupart de ces institutions assurent notre prospérité, font de bon travail, ils remplissent des fonctions très nécessaires. Mais c'est aussi tentant de l'autre côté de dire s'ils jouent un rôle important, alors du coup, ils sont légitimes, pourquoi on en parle? Et ça aussi, je trouve un peu trop superficiel.
Parce qu'il y a une bonne raison pour laquelle beaucoup de citoyens moyens disent si je regarde l'ensemble de toutes ces institutions, j'ai l'impression que j'ai rien à dire, que ce que je veux est irrélevant, est impertinent. Et alors là, le clash, la tension entre les deux buts principaux de notre système politique est réel. Le dilemme technocrate que je décris n'a pas de solution très simple. Alors sur l'autre côté, évidemment, il y a je ne sais pas exactement, tu m'expliqueras après la différence entre la démocratie illibérale ou antilibérale. Pour moi, c'est un peu la même chose, mais alors vous pouvez choisir le mot que vous préférez. Mais il y a en tout cas la croissance de la démocratie illibérale, antilibérale. C'est-à-dire des populistes qui peut-être n'ont pas en commun une vraie idéologie. Si on regarde Donald Trump et Recep Erdogan, ils n'ont pas beaucoup ensemble. Si on regarde Viktor Orban et Hugo Chavez, ils n'ont pas la même idée sur la politique économique. Mais ils partagent une rhétorique politique, une conception de la politique, qui disent que tous les problèmes de notre pays sont juste à cause d'une élite politique corrompue, qui ne tient plus à certaines minorités, aux étrangers ou classes économiques qu'au vrai peuple. Alors moi, le populiste, je vais représenter le vrai peuple et je suis le seul représentant du peuple légitime. Et du coup, tout le monde qui n'est pas d'accord avec moi est illégitime. Et du coup, d'une manière qui est similaire à un degré qui est frappant, tous ces populistes commencent à dire que l'opposition, ce sont des traîtres, que la presse libre sont des ennemis du peuple, que les institutions indépendantes comme les juges ou les cours doivent être abolies. Et alors, il y a deux problèmes qui ça crée. Premièrement, que immédiatement, ça victimise des minorités impopulaires, alors que la démocratie se détourne contre un des buts principaux de notre système politique, la liberté individuelle. Et deuxièmement, qu'après quelques ans, comme on l'a vu déjà en Turquie, Russie, en Venezuela, très clairement en train de le voir en Pologne et en Hongrie, ça se détourne aussi contre la durée de la démocratie. C'est-à-dire qu'une fois que les juges ont été abolis, ou les cours indépendants en tout cas, une fois que les médias sont sous contrôle du gouvernement, une fois que des loyalistes prennent leur siège dans la commission électorale, ça résulte plus possible de virer un gouvernement élu de manière démocratique du pouvoir de manière démocratique. Et je dirais qu'on est arrivé à ce point-là déjà en Hongrie et on pourrait très vite arriver à ce point-là en Pologne. Je vais vitement parler des causes de ce développement et peut-être je peux parler des solutions après. Il faut premièrement réaliser que ce n'est pas assez de regarder à des pays séparés. Ce que me frappe, j'ai parlé de ce bouquin maintenant dans beaucoup de pays, et ce que me frappe, c'est que les élites intellectuelles donnent beaucoup de fois une explication de la crise nationale qui est limitée à ce pays. Alors, en Allemagne, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent que la crise, la montée de la AfD est à cause du fait qu'Angela Merkel mène une politique trop modérée, qui laisse trop d'espace sur la droite politique. Aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah non, le problème, en fait, c'est que les républicains sont extrêmes depuis beaucoup de temps. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Trump a pu emporter la victoire. » Ça me semble un peu contradictoire. Ça ne peut pas être les deux raisons en même temps. Et alors, il faut regarder des causes structurelles, long terme, qui existent depuis 20 ans, parce qu'on voit depuis 20 ans que la crise monte, et qui existent dans beaucoup de pays différents. Et pour être bref, dans le bouquin, j'en propose 3 raisons principales.
La première, c'est la stagnation de standards de vie des citoyens moyens. Si on regarde la France, par exemple, un citoyen qui est né dans le 1940 aurait vécu dans les premières 30 ou 40 ans de son existence une révolution, un bouleversement complet de son standard de vie. Il aurait né sans accès à un médecin, peut-être, certainement sans accès aux drogues antibiotiques qui n'existaient pas encore, sans voiture, probablement sans réchauffement central, sans télévision. Et au moment où ils avaient 30 ou 40 ans, toutes ces choses semblaient naturelles. Alors évidemment qu'il regardait le système politique et se disait qu'il a donné quelque chose de très important à lui. Déjà, les gens de ma génération, je suis né en 1982, n'ont plus ce sentiment. On vit quand même sur un niveau économiquement assez élevé, comparé à d'autres pays ou à d'autres époques de l'histoire. La France, l'Allemagne, les États-Unis sont des pays très très riches, mais on n'a pas l'impression qu'il y a de progrès, que moi je vais beaucoup mieux. Et ça fait une grande différence dans la manière de penser la politique. Il y a 30 ou 40 ans, les hommes n'aimaient pas peut-être les politiciens. Ils n'avaient pas ils faisaient pas complètement confiance à la politique. Mais ils se disaient, eh bien, à la fin, ça semble fonctionner assez bien. Alors, je les laisse faire. Maintenant, ils disent, moi, je ne vais pas mieux que mes parents, mes enfants vont probablement aller pire que moi. Alors peut-être c'est temps d'essayer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Le deuxième point, c'est le point culturel, même identitaire. Et là, il faut partir du constat que la plupart des démocraties dans le monde étaient fondées comme des démocraties monoethniques, monoculturelles. C'est assez clair dans l'Europe de l'Ouest. Même dans un pays comme la France, qui avait toujours une idée républicaine de la citoyenneté parmi les élites au moins, si on parlait à un Français moyen en 1960, c'est assez clair qu'il aurait eu une idée de qu'est-ce que c'est un Français qui est assez ethnique, qui est un vrai Français, que c'est un Français de souche. On a eu 50 ou 60 ans d'immigration de masse depuis ça. Et heureusement, cette idée a commencé à changer. Il y a beaucoup de gens maintenant qui acceptent qu'un Français peut venir avoir ses origines dans des différentes parties du monde, avoir des différentes religions. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui se rebellent contre ça, qui veulent garder l'idée d'une France plutôt monoethnique. Et même si je ne partage pas du tout ce sentiment, je crois que c'est important d'y comprendre les sources. Moi, je pense beaucoup à une personne qui peut-être n'est pas la personne, ce n'est pas l'homme plus riche, plus doué, plus beau d'une ville, qu'il y a 30 ou 40 ans pourrait dire, moi je suis né en Allemagne, il pourrait dire, au moins je suis français et pas allemand. Au moins je suis de la majorité, pas un immigré algérien. Maintenant, peut-être, cet homme a un chef dans son entreprise qui est d'origine algérienne. Peut-être il est même représenté dans le Parlement par quelqu'un qui a des racines familiales en Algérie. Et évidemment, moi, je trouve que ça, c'est quelque chose de bien, quelque chose de juste. Mais on peut comprendre pourquoi quelqu'un a l'impression qu'un avantage de statut l'a été enlevé. Troisièmement, il y a la croissance de l'Internet et des réseaux sociaux. Ça, c'est un vrai changement des conditions structurelles de la communication. Alors, il y a 20 ou 25 ans, presque toute la communication de masse partait de Paris, par exemple, en France, d'un nombre de gens assez limité qui pouvaient mettre des limites sur le discours politique. Maintenant, on est dans une situation de communication de beaucoup à beaucoup. Même si j'ai juste 30 gens qui me suivent sur Twitter, si je fais une vidéo assez virale,
je peux rejoindre 1 million, 2 millions de gens entre 1 heure ou 2. Ça a un effet potentiellement positif, parce que ça veut dire que des voix qui étaient exclues du discours politique peuvent en influencer, et parfois ce sont des voix importantes. Par exemple, il y a quelques mois, j'étais à une conférence avec quelques-uns des survivants de l'attaque terrible à Parkland en Floride, qui ont commencé de jouer un grand rôle dans la lutte pour des lois mieux sur le contrôle d'armes aux États-Unis grâce à Twitter. Mais évidemment, ça permet aussi aux gens qui sont pleins d'haine ou qui veulent diffuser ce qu'on appelle en Amérique le fake news, d'avoir une voix beaucoup plus grande. Et structurellement, ça favorise les gens qui aiment le changement et qui veulent se rebeller contre le status quo, comparé à ceux qui veulent de la stabilité. Et dans un moment dans lequel les gens sont déjà frustrés à cause de la stagnation économique et qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà peur des changements culturels, ça devient un cocktail très dangereux. Je vais m'arrêter pour le moment. Ouais, parce qu'on passera aux solutions après, qui sont des solutions qui répondent point par point à ces trois contextes, ces trois évolutions qui menacent, selon vous, Yasha Monk, la démocratie. Mais en effet, il est peut-être temps de passer aux réactions, notamment aux vôtres, Nicolas Bavresse, sur ce que vient de développer Yasha Monk, sur les aspects, je suis sûr, à la fois historiques et économiques, auxquels vous aurez cœur de répondre. Entendu. Donc je laisserai de côté également les solutions pour l'instant. Donc le livre de Yasha Monk est important parce qu'il nous rappelle que nous vivons la crise de la démocratie la plus sérieuse depuis les années 30. Les années 2000, ça a été le krach du capitalisme mondialisé. Les années 2010, c'est le krach de la démocratie. Et ça nous rappelle aussi que la démocratie est mortelle. Je rappelle que la première d'entre elles, Athènes, a duré moins de 60 ans. Elle est née en 461, elle est morte en 404 avant Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est morte de l'intérieur. C'est-à-dire que la défaite inattendue face à Sparte a été la conséquence de la corruption de la démocratie athénienne par la démagogie. Et d'où l'importance de ce thème du populisme, parce que chez les Grecs, on a déjà la double dimension du peuple qu'on voit à l'œuvre dans le livre de Yasha Monk. Il y a le peuple, le démos, le peuple organisé, et il y a le peuple laïos, c'est-à-dire une espèce d'amalgame d'individus atomisés qui sont prêts à toutes les aventures et qui sont à la merci des passions collectives. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, il y a un très large accord avec le livre de Yasha Monk sur la gravité de la crise, ses origines, et on parlera ensuite des remèdes. Mais je voudrais donc à ce stade faire 3 petits contrepoints qui permettront d'ouvrir la discussion. Le premier contrepoint sur la nature du krach de la démocratie et sur l'onde de choc populiste. Il me semble qu'on doit quand même faire une typologie entre les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la démocratie et entre les formes de régime que nous voyons naître. Et pour moi, il y a 2 types assez différents. Il y a les régimes qui naissent de la corruption de la démocratie, et puis il y a ceux qui sont des régimes qui se posent comme des alternatives à la démocratie, qu'ils désignent d'emblée comme des ennemis. Donc, du côté de la corruption de la démocratie, on trouve les populismes, et notamment les populismes à l'œuvre dans le monde occidental. Là encore, on en a de 3 types, extrême droite, extrême gauche, et puis les sécessionnistes. Tous ont en commun le protectionnisme, des formes de nationalisme et de xénophobie. Tous sont des mouvements protestataires qui se réclament donc du peuple contre les élites et qui sont généralement dirigés par des chefs charismatiques. L'Italie est intéressante parce qu'elle fait la convergence des 3, le populisme d'extrême droite, le populisme d'extrême gauche et le sécessionnisme avec l'origine de la Ligue. Mais on trouve ces formes, donc l'extrême droite, c'est la forme majoritaire depuis la fin de l'Union soviétique. Mais l'extrême gauche est également présente avec Podemos ou les Insoumis. Et puis le sécessionnisme, Italie du Nord, Catalogne ou Flandre. La démocratie libérale, à mon avis, mérite un cas à part. Parce que là, on a quelque chose de beaucoup plus cohérent
est organisée. Soit que la démocratie illibérale est un oxymore, elle est vraiment illibérale, ça il n'y a pas de doute, mais elle n'est pas du tout démocratique. Donc ça, c'est le modèle inventé par Orban, qu'il a exporté dans tous les pays du groupe de Visegrad. Et là où il y a une différence quand même avec ce qui se passe aujourd'hui en Italie ou ailleurs, c'est qu'il y a clairement une suspension, en tout cas de l'état de droit, une mise sous contrôle, mais réelle, de l'université, des médias et de l'économie via des oligarques qui sont liés à la famille du président. Et, intéressant, la manipulation du suffrage universel par une propagande de masse. Ensuite, on a les régimes alternatifs. Donc, les régimes alternatifs, on a les rescapés du XXe siècle, quelques totalitarismes, Corée du Nord ou Cuba qui a fait école au Venezuela, et puis la théocratie iranienne qu'il ne faut pas oublier, qui reste isolée, mais qui est une butte témoin qui remonte à 1979. L'invention du XXIe siècle, c'est la démocrature. Et la démocrature, ça c'est le modèle Poutine, qui aujourd'hui fonctionne aussi en Chine ou en Turquie. Et la Turquie, ce n'est pas un régime populiste, c'est une vraie démocrature, parce qu'on a là un homme fort avec un culte de la personnalité, un gigantesque effort de propagande, le contrôle intégral de l'économie, de la société par l'État, des oligarques, là encore, une terreur ciblée et une politique de puissance qui se dirige soit vers la mer de Chine, soit vers l'Ukraine ou vers la Syrie. Donc voilà pourquoi, à mon avis, il faut faire une typologie de ce qu'on met aujourd'hui sous le vocable de populisme. Sur le contexte qui les a vus naître, on a beaucoup parlé d'économie et de technologie, on a raison, mais il ne faut pas oublier le contexte géopolitique. C'est-à-dire que nous vivons une grande crise du capitalisme, mais aussi un basculement du système géopolitique mondial avec le djihadisme, la montée des démocratures et les cybermenaces et la destruction de l'ordre mondial de 1945 qui est effectuée par Donald Trump. Et c'est dans à la fois cette grande transformation et ce vide que se sont engouffrés les populismes et cette crise globale de la démocratie qui touche à la fois ses valeurs, ses institutions et puis ses mœurs, puisque l'esprit de compromis est aujourd'hui en voie de disparition et c'est l'esprit de fanatisme qui règne. Deuxième remarque sur les raisons de cette colère et les raisons de cette grande crise de la démocratie. Donc, Yascha Mounk insiste sur trois grandes causes et que je partage. La stagnation économique, elle va de soi. Donc, on a bloqué, grosso modo, le revenu réel d'une majorité de la population des démocraties depuis un quart de siècle. Et on en paye le prix aujourd'hui parce que ça a déstructuré la classe moyenne, qui est le socle sociologique et politique des démocraties. L'identité, il y a deux problèmes. Le problème démographique et puis le problème culturel, avec notamment la poussée de l'islam et puis l'arrivée du terrorisme, du djihadisme qui, évidemment, a cristallisé les peurs et les haines. Le troisième facteur sur les réseaux sociaux, je ferai juste un petit commentaire rapide, c'est que ça va au-delà des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux touchent la communication, mais la révolution digitale, ce n'est pas seulement une révolution de la communication. Elle touche la production, elle touche le travail avec la perspective d'un travail sans travailleurs, et elle touche également la régulation, la redistribution avec la mise en porte-à-faux des États. Donc ça ne se limite pas aux réseaux sociaux, même s'ils sont évidemment, si les populistes ont su les utiliser avec beaucoup de brio. Mais il y a trois grandes raisons aussi, autres sur lesquelles je voudrais insister. Les motifs politiques, la paralysie des institutions, la délégitimation des dirigeants et la fin de cette culture du compromis. Ça, je crois que la bascule des États-Unis est très impressionnante. Sous la présidence Obama, les institutions américaines n'ont plus été capables de fournir des compromis. Dans un régime de séparation des pouvoirs stricts, quand il n'y a plus de compromis, il n'y a plus de gouvernement. Et quand il n'y a plus de gouvernement, évidemment, les citoyens commencent à devenir libres pour les aventures. Deuxième raison, la raison géopolitique, je réinsiste, elle est très importante. Il y a une montée des risques géopolitiques, il y a aussi une grande montée de l'anxiété, et qui est légitime. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même un double mouvement historique immense, la fin du monopole de l'Occident sur l'histoire du monde,
et donc le basculement de l'Atlantique vers l'Asie-Pacifique. On a la fin du leadership américain, la fin de l'ordre de 1945, et puis la fin du cycle de la mondialisation. Elle va survivre, mais en se fragmentant. Donc ça fait quand même une série de chocs qui sont d'une puissance inouïe. Et puis la troisième raison qui a été effleurée, mais je voudrais y réinsister, c'est les raisons intellectuelles. La faillite intellectuelle de l'après-Union soviétique. C'est-à-dire que ça dépasse la fin de l'histoire de Fukuyama, qui était évidemment une erreur criminelle. Mais rappelez-vous toute cette mode des fins. La fin des nations, la fin de la guerre, la fin des frontières. Tout ça, c'était autant d'ineptie. Et donc, les démocraties, en se mettant en tête de vouloir tirer les dividendes de la paix, ont fait une erreur magistrale. Elles ont simplement fait une nouvelle paix manquée, comme en 1918, au lieu de faire une paix réussi comme en 1945 parce qu'on s'était donné la peine d'essayer de repenser et le capitalisme et l'ordre mondial. La troisième remarque rapide à ce stade, c'est, je reviens à Athènes pour insister sur le fait que, en fait, cette crise existentielle est très grave. C'est vrai que, j'y reviendrai, la démocratie est mortelle, elle peut aussi survivre, mais qu'on a oublié que les démocraties ne sont pas du tout des régimes fondamentalement solides. La démocratie, c'est un espèce de miracle permanent. Elle est née de trois phénomènes extrêmement particuliers. D'abord, sur le plan philosophique, une liberté décrochée de toute forme de transcendance ou de providence ou de tradition. Ensuite, le miracle de l'Europe des Lumières et cette convergence des trois révolutions anglaises, américaines et françaises. Et enfin, un miracle juridique, c'est le fait d'essayer de rendre compatibles des libertés qui sont hétérogènes et contradictoires. La liberté et l'égalité, la sécurité et la liberté, la cohésion et l'ouverture, la nation et les individus. Donc tout ça donne un système qui est extrêmement fragile. On ne naît pas citoyen d'une démocratie, on le devient. Et la liberté n'est jamais donnée, mais elle est toujours construite et c'est toujours un travail très difficile. Et c'est pour ça que si vous regardez l'histoire, et j'en finirai par là, si vous regardez l'histoire, vous vous apercevez que à chaque fois qu'on a eu une grande bascule du capitalisme et du système mondial, on a eu une grande crise de la démocratie. La première, c'est la crise de la moitié du 19e siècle. La première vraie crise du capitalisme, 1848-1950, plus le principe des nationalités, plus la poussée de la société démocratique. La seconde, c'est la fin du 19e siècle, les nationalismes, les identités, l'antisémitisme, et ça se cristallise chez nous avec l'affaire Dreyfus. Les années 30, évidemment, Grande Dépression et totalitarisme. Et nous vivons la quatrième de ces grandes crises. Avec donc, vous voyez les conclusions, c'est que les démocraties n'ont pas perdu, mais que c'est vrai que la démocratie peut ne pas passer le 21e siècle et que la liberté politique, du coup, va se retrouver au 21e siècle sous une forme différente, mais comme elle l'a été au 20e contre les totalitarismes, comme elle l'a été au 19e avec la poussée de la société démocratique, le suffrage universel, la souveraineté nationale, la liberté politique va de nouveau être l'enjeu central du 21e siècle. Merci Nicolas. Vrai, c'est très bien parce qu'on s'arrête à chaque fois, c'est une sorte de cliffhanger, hein, comme dans les séries, on s'arrête aux portes des solutions. Donc là, vous êtes bien déprimé, mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Mais quand même, Gilles Finkelstein, je ne sais pas si vous allez continuer de nous emmener dans cette déliquescence des démocraties, mais peut-être une réaction au livre et à ce que viennent de dire Nicolas Bavrez et Yascha Mounk, avant enfin de respirer un petit peu avec les solutions qui s'offrent à nous. Merci Raphaël. D'abord, bonjour à vous. Je voudrais dire à Yascha que je suis très heureux qu'il ait accepté cette invitation des 4 partenaires de ce débat. Et j'en suis d'autant plus heureux que j'ai passé mes vacances avec lui. En tout cas, avec son livre. Et que la lecture, je ne sais pas si Henri va partager ça, la lecture de son essai, pour reprendre la formule que dit Gérard Depardieu dans le dernier métro de François Truffaut, il dit plusieurs fois, c'est une joie et une souffrance. Je veux dire, en quoi c'était une joie et en quoi c'était une souffrance. La joie, c'est un livre qui est très documenté, on apprend beaucoup de choses. C'est un livre qui est très innovant, et donc il oblige
à réfléchir et parfois à réfléchir différemment à des choses auxquelles on pensait avoir des idées qui étaient ancrées. C'est, on l'a vu dans son intervention, une approche qui est à la fois très globale et très illustrée. Et donc, le seul conseil, si je peux vous en donner un, c'est d'acheter et de lire ce livre. Ça, c'est pour la joie. La souffrance, c'est que je voulais écrire un livre sur la démocratie et que, après avoir lu le tien, la bise n'est pas venue, mais je me sens fort dépourvu puisque l'essentiel de ce que j'avais envie d'écrire était déjà dans ton livre. C'est dire, je commence par là, que les points de convergence sont nombreux, très nombreux. Le principal est le constat sur l'état de la situation et l'état de la démocratie. Cette question que ma génération, à 20 ans d'écart avec la tienne, ne pensait pas se poser un jour sur l'avenir de la démocratie, non pas dans les pays qui n'y avaient pas accès, mais dans les pays dans lesquels elle était, on le croyait, le plus solidement enracinée. Ce phénomène, tu l'as dit avec un terme savant, de déconsolidation, de manière triviale, le fond de l'air, je ne sais pas s'il est brun, mais le fond de l'air est nauséabond. Une illustration, au-delà des chiffres que tu as donnés sur l'évolution des votes, qui m'a beaucoup frappé. Il y a quelques années, on a lancé la Fondation Jean Jaurès a lancé avec Le Monde et Sciences Po une enquête qui s'appelle les fractures françaises. Et quand on réfléchissait au questionnaire, Brice Teinturier, le directeur d'Ipsos, m'a proposé que nous posions une question qui était: est-ce que vous considérez que la démocratie est le meilleur des systèmes ou est-ce qu'un autre système pourrait s'y substituer? Je dois dire que j'ai accueilli sa proposition avec un certain scepticisme. Je me suis demandé si c'était vraiment intéressant comme question. Et puis, je lui ai fait confiance, on a posé la question, on était en 2014, 25% des Français ont répondu un autre système pourrait s'y substituer. J'ai été surpris, c'était beaucoup. En 2016, ces 25% sont devenus 30%. En 2018, les 30% sont devenus 36%. Et la même question a été posée par la Fondation pour l'innovation politique dans une vingtaine de pays. Il y a un petit groupe, les pays scandinaves et encore l'Allemagne, qui étaient en dessous de 25%. Il y a quelques pays, essentiellement des pays de l'ancienne Europe de l'Est, qui étaient au-dessus de 40%. Mais la plupart des pays étaient comme la France, entre 30 et 40, donc à un niveau très élevé. C'est vrai de pays que tu as évoqués, l'Italie, les États-Unis, la Pologne, mais c'était vrai aussi, non seulement de la France, mais également de l'Espagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas. Et donc cette question-là est une question qui est, je crois, devant nous. Nous vivons, si on essaye ou si j'essaie de caractériser ce moment, ce que j'appelle, pour faire un parallèle avec les états de la matière, une démocratie à l'état gazeux. On a connu une démocratie à l'état solide, on a connu une démocratie à l'état liquide. Je ne détaille pas quelles étaient leurs caractéristiques. La démocratie à l'état gazeux, elle se caractérise par le fait qu'elle est instable, qu'elle est informe et qu'elle est explosive. Voilà le premier point d'accord, même constat. Et je crois, au-delà du constat, on en tire les mêmes conséquences. On a devant nous un combat qui est un combat majeur, qui est un combat qui va être long, qui va être dur et pour lequel, pour tous ceux qui croient que et la démocratie et les libertés ne sont pas négociables, je crois là aussi quelque chose qui nous rassemble, il va falloir s'engager et j'apprécie ça dans l'intellectuel que tu es, cette volonté de t'engager. Une fois que cela est posé sur les points d'accord, il y a beaucoup de sujets de discussion et c'est maintenant là où je vais en venir. Il y a beaucoup de sujets, je vais donc en choisir un seul, mais qui est peut-être l'élément principal, en tout cas l'élément le plus innovant, le plus stimulant, le plus provoquant de ton livre. Cette idée que nous nous proclamons démocrates, mais que nous nous organisons pour soustraire de plus en plus de décisions à la démocratie, c'est-à-dire à la décision du peuple et de la majorité. Le fait qu'il y a des démocraties antilibérales ou illibérales, mais qu'il y a des libéraux antidémocratiques. Cette idée-là, évidemment, elle vient nous bousculer et je crois qu'elle mérite d'être discutée. Tu as évoqué les différents moyens par lesquels nous tentions de nous échapper
des décisions qui sont prises par les administrations de plus en plus, les banques centrales, les autorités administratives indépendantes, qui peuvent être limitées par des traités internationaux, notamment commerciaux, qui peuvent être contrôlés par des juges et notamment par des juges constitutionnels. La formule est dans ton livre, on prête le flanc à cette critique, je te cite, « Aussi longtemps que vous nous laissez décider, nous prétendrons que ce sera vous qui gouvernez. » Ce travail-là de déconstruction, il est stimulant parce qu'il nous oblige à penser contre nous-mêmes et, je crois, pour une large part, il est légitime. En tout cas, il ouvre des questions qui méritent de l'être sur la place des administrations, peut-être sur le nombre et le pouvoir des autorités administratives indépendantes, sans doute sur le mode de décision publique, sur la consultation des citoyens. Mon interrogation, et c'est là on arrive sur ce qui peut être un point de divergence, c'est est-ce qu'elle ne va pas trop loin, est-ce qu'elle n'est pas trop systématique? Et je vais juste en prendre deux illustrations. Est-ce que donc il ne faut pas tout mettre dans le même sac? Première illustration sur les cours constitutionnels. Tu dis les juges constitutionnels peuvent censurer les lois votées par une majorité, elles-mêmes élues par le peuple, pour les libertés. Tu le dis, c'est un progrès. Pour la démocratie, ce peut être un problème. J'espère ne pas trahir ta réflexion. Que la jurisprudence des cours constitutionnels puisse être discutée. Que la composition et même le mode de nomination puisse être contesté. Que le mode de saisine puisse être élargi, comme on l'a fait récemment en France. Là-dessus, je crois qu'il n'y a sans doute pas de désaccord entre nous. En revanche, l'idée que le principe même de l'existence d'un juge constitutionnel constitue une entorse ou puisse constituer une entorse à la démocratie, je crois que ça mérite une discussion. La démocratie, c'est à la fois le principe de l'élection et une hiérarchie des normes. La Constitution, les lois, les règlements. Et l'état de droit, c'est le respect par les pouvoirs publics de cette hiérarchie des normes. Donc, quand le juge constitutionnel censure une loi, il ne dit pas « cette décision est interdite ». Il dit « pour que cette décision soit licite, il faudrait modifier la Constitution ». Et donc, une majorité plus importante, parce que c'est la norme suprême, peut modifier, et d'ailleurs nous l'avons fait en France à plusieurs reprises, soit en anticipant, soit en réaction à une décision du Conseil constitutionnel, pour faire en sorte que la volonté populaire l'emporte. Donc ça, c'est le premier point, c'est le principe d'une Cour constitutionnelle, je crois, est une protection pas seulement des droits, mais de la démocratie elle-même. Deuxième point, deuxième illustration, et j'en termine par là, sur l'Union européenne. Tu contestes le rôle central de la Commission européenne. Tu as cette formule, c'est l'agence indépendante la plus puissante du monde. Et au-delà même de la Commission, disons, il y a une interrogation sur la nature démocratique des différentes institutions européennes. Et donc là encore, que les institutions européennes soient trop complexes, que la démocratie européenne soit insuffisante et par bien des aspects insatisfaisante. Là aussi, je crois qu'il y a beaucoup de progrès qui peuvent être accomplis. Mais l'idée que la construction européenne constitue par nature une entorse à la démocratie, là aussi, je pense que ça mérite une distinction. Je rappelle des banalités, mais le Conseil européen, qui reste l'instance suprême, il est composé des chefs d'État et de gouvernement qui sont élus par le peuple. Le Parlement européen, qui a un rôle de plus en plus important, il est également élu. Et quant à la Commission, non seulement son président, de plus en plus, est issu du résultat des élections au Parlement européen, de plus en plus, elle est composée de responsables politiques ou d'anciens responsables politiques, ce qui n'est pas toujours le cas dans les gouvernements nationaux, mais en plus, elle est responsable devant le Parlement et dans des proportions qui sont souvent plus importantes que ce que l'on connaît dans nos propres pays. Donc,
que l'espace public national reste national, c'est un problème. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que la construction européenne, par nature, là aussi, soit une entorse à la démocratie. D'où ma question. Est-ce que tu n'as pas été trop généreux dans l'autoflagellation, au risque de faire des concessions parfois injustifiées à nos adversaires? Alors, Yascha Mounk, je vais vous laisser répondre. Il est déjà 19h30, donc si on veut pouvoir avoir au moins une petite demi-heure de discussion avec la salle, je propose que vous commenciez par répondre et qu'on consacre quand même aussi un petit peu de temps aux solutions qui permettront de toute façon, ces 3 solutions que vous listez, qui permettront de répondre aussi progressivement aux remarques à la fois de Nicolas Bavrez et de Gilles Finkelstein. Mais puisqu'il y a une première question sur votre masochisme, en quelque sorte, qui vous amène à aller trop loin dans l'autoflagellation, je vous laisse répondre à Gilles Finkelstein et puis ensuite on avancera. Merci bien. Et on peut toujours laisser tout le monde un peu en suspens sur les solutions. Alors comme ça, vous devez lire le livre. On n'a plus de temps pour les questions du public. Merci beaucoup pour ces réflexions tout à fait profondes. Et je suis encore en train de penser tout à fait ce que je pense d'eux et la manière dans laquelle ils vont peut-être changer un peu mon avis sur ces thèmes. Mais pour commencer avec votre réponse, sur la nature de la démocratie et les systèmes alternatifs, je crois que le monde me semble être un peu plus simple que ce que vous venez de dire. Alors, il y a 5 ans ou 10 ans, je pensais que l'unique vraie nouvelle positive sur la crise de la démocratie, c'était qu'il n'y avait pas vraiment des alternatives cohérentes qui sont des candidates vives, au moins pour la France, par exemple, pour les États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le monde ? Il y a, comme vous venez de dire, le système théocratique en Iran, qui évidemment n'a pas beaucoup d'intérêt pour les majorités des populations en Europe. Il y a le système chinois, qui, lui, marche très bien de manière pratique, même si je n'aimerais pas personnellement vivre en Chine, mais que du point de vue théorique, ne marche pas du tout. Et c'est un problème. Parce que si on n'a pas une vieille parti communiste qui est en gouvernement depuis 50 ans, mais qui en réalité est devenu plutôt capitaliste dans son pays, c'est un peu difficile à voir comment émuler, comment copier les Chines. Alors ça, non plus, ça n'est pas un modèle alternatif vivant. Après ça, il y a certaines dictatures totalitaires perverses, comme la Corée du Nord. Ça non plus, ça n'a pas beaucoup de poules pour nous. Alors du coup, il n'y avait pas de vraies alternatives à la démocratie. Mais je crois que maintenant, il y a une alternative. Et les différents régimes que vous avez distingués en disant que leur nature était différente, pour moi, sont des différents stages du même projet politique. Et c'est ça qui le rend tellement dangereux. Parce que c'est très facile pour un populiste, c'est très difficile pour un marxiste-léniniste ou maoïste de dire on va passer au système chinois. Comment, pourquoi, ça ne va pas marcher. Mais c'est assez facile pour un populiste de dire en fait, on a tous ces problèmes politiques, la classe politique détestable, donnez-moi un peu de confiance, moi je vais vraiment être pour le peuple, il faut que vous me donnez un peu de pouvoir, mais bref, moi je suis de vous, alors ça va marcher. Et ça commence par créer un système tout à fait de démocratie illibérale, où il y a de la politique qui est assez populaire, où le chef du gouvernement gouverne au nom de la majorité du peuple, qu'il dit être tout le peuple, mais peu à peu, il commence à abolir tellement des institutions libérales que le système arrête d'être démocratique. Parce que certainement, comme on voit en Hongrie, à un certain moment, s'il n'y a plus de presse libre, s'il n'y a plus des juges libres, etc., ça devient une démocrature.
Et alors, pour moi, c'est pas que la démocratie libérale, c'est un système à lui, et la démocrature, c'est un autre système complètement différent. Ce qu'on voit comme kleptocratie ou quelque chose comme ça en Russie, c'est encore un système différent. Ils sont tous les mêmes systèmes dans des différents stages. On commence par une démocratie libérale, plus ou moins. On passe par les populistes qui rendent illibérale la démocratie. Une fois qu'ils ont assez de pouvoir, ça devient une démocrature. Et à un certain moment, peut-être, on arrive même à un système qui n'a plus besoin de prétendre d'être une démocratie et ça devient une dictature pure. Sur les raisons de la colère que vous avez ajoutées à ce que je dis dans le bouquin, je suis plus ou moins d'accord avec vous. Je crois que certainement, il y a eu des faillites de notre institution politique assez importantes dans les dernières 10 ou 20 ans. Moi-même, j'ai écrit dans un des derniers numéros de Foreign Affairs sous le changement de contexte géopolitique. Pour moi, le fait le plus pertinent, c'est que on peut faire les nombres un peu différemment, mais plus ou moins aujourd'hui, genre peut-être il y a 2 ans, peut-être dans 3 ans, ça dépend un peu de exactement quels chiffres on utilise, mais plus ou moins l'image est claire. La première fois depuis la fin du 19e siècle, les démocraties libérales du monde vont avoir une partie plus petite du BIP mondial que les systèmes autoritaires. Alors pendant plus qu'un siècle, le bloc plus puissant du monde était les démocraties libérales. Et comme avant la fin du 19e siècle, maintenant ce sera encore une fois les dictatures. Ça fait un changement radical. Et on est encore en train de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, soit dans la politique étrangère, soit dans la manière dans laquelle, par exemple, il y a maintenant un début de ce qu'appelait Joseph Nye soft power, mais le soft power des systèmes autoritaires. Il y a 10 ans, par exemple, il n'y avait pas des universités, dans les 100 universités mondiales meilleures, il n'y avait aucune qui était dans un pays autoritaire. Maintenant, il y en a, je crois, 15 ou 20. Alors ça, c'est un changement assez important. Je suis aussi d'accord sur une sorte de faillite intellectuelle. Cette faillite intellectuelle, pour les économistes, c'était l'année 2008, qui n'était pas prévue des économistes. Et alors, il y avait un grand processus de réflexion où ils disaient comment c'était possible qu'on n'a pas vu cet événement incroyablement important. Mais selon moi, le même processus devrait avoir lieu entre les politologues depuis le 2016. Parce que tous les politologues américains disaient que c'est impossible d'imaginer que quelqu'un comme Trump pourrait devenir président. Alors c'est tout à fait le même niveau de faillite intellectuelle. Et je vois certains collègues qui commencent à adresser ça, mais je ne crois pas qu'il a eu un bouleversement de notre pensée assez sérieuse pour prendre compte de ce fait épouvantable. Mais là, peut-être, moi, je deviens un peu optimiste parce que, malgré toute cette faillite de nature diverse, j'ai quand même l'impression que la réalité n'est pas tellement épouvantable. On est quand même dans des pays assez riches. Même s'il y a eu des faillites intellectuelles, on n'a pas eu des grandes catastrophes nucléaires ou de grandes guerres. Alors pour moi, et peut-être ça commence à parler un peu des solutions, ça veut dire que le problème est assez profond. C'est pas juste que si on ne fait pas l'erreur de 2008, si on ne fait pas l'erreur de 2016, tout va être résolu. Peut-être qu'en fait, historiquement, la démocratie était juste tellement stable dans un moment qui était économiquement extraordinaire. C'est pas qu'il y a de la faillite maintenant, il y en a, mais que le moment dans lequel la démocratie était stable, le moment que nous avons fait l'erreur de prendre comme naturel, était un moment extraordinaire, de croissance très très vite, des sociétés homogènes, etc. etc. Et ça me fait un peu plus de peur.
Et du coup, si on pense sur le troisième point, que la démocratie est le miracle permanent, je suis d'accord. Et pour moi, la grande question, c'est pourquoi ce miracle permanent a commencé à nous sembler naturel et maintenant elle n'est pas. J'avais pas vu les sondages que vous mentionnez qui sont très frappants. J'aimerais bien après parler un peu plus de ça parce que soit le niveau absolu, le 25% qui disait qu'il y a peut-être un niveau, un système politique mieux que la démocratie, sont frappants. Mais après ça, la rapidité de ce changement, que si je me notais bien, entre 4 ans, c'est passé de 25% à 36% en France, et il y a d'autres pays où il y a encore de plus, souligne un peu ce que je viens de dire avant. Et c'est vraiment c'est très intéressant. Est-ce que je vais trop loin? Peut-être. Alors, il y a deux grandes questions. La première, c'est que sur les cours constitutionnels. Et là, je vais distinguer entre deux choses différentes. Alors moi, je crois que pour la maintenance de la démocratie libérale, les cours constitutionnels sont fondamentaux. Un des grands problèmes qu'on voit aujourd'hui en Pologne et en Hongrie est exactement les attaques aux cours constitutionnels, évidemment. Je crois quand même que dans les différentes manières en Europe et aussi aux États-Unis, les cours ont commencé à jouer un rôle beaucoup trop élargi, qui a été antidémocratique. Le rôle de la Cour constitutionnelle est de réserver les choses qui sont réglées dans la Constitution et d'intervenir si, par exemple, le gouvernement va au-delà de son pouvoir légitime. Si, par exemple, il met en prison un journaliste parce qu'il a dit quelque chose contre le gouvernement. J'ai pourtant l'impression que si on regarde tout l'ensemble des décisions qui fait la Cour suprême aux États-Unis, ou même le Cour suprême en Europe, le Cour constitutionnelle européen, ça va bien au-delà de ça. Ça commence à régler vraiment les questions soit de détail, soit de grandes controverses culturelles qui, selon moi, ne sont pas réglées dans la Constitution. Alors moi, par exemple, je suis très très heureux de beaucoup de décisions qui a fait la Cour constitutionnelle américaine. Plus ou moins, dans les dernières 50 ans, je suis d'accord beaucoup de fois. Mais l'idée, par exemple, que la Constitution américaine inclut un droit au privé qui implique la légalisation de l'avortement me semble pas sérieux. Moi, je suis pour le droit de l'avortement, mais je crois que ça serait été mieux si ça avait été réglé de manière démocratique après un grand débat public où il y a un compromis qui est durable, comme dans presque tous les pays européens, plutôt que des juges pas élus. Ça, c'est le premier point. Et le problème d'aller trop au-delà de ça, c'est exactement que les juges deviennent politisés et qu'ils perdent la légitimité dont ils ont besoin pour défendre le système dans les moments de crise vraie, comme par exemple quelqu'un comme Donald Trump devient président. C'est pour ça que ça me angoisse. Est-ce que, la question plus profonde, est-ce que j'ai tort à dire qu'il y a un élément antidémocratique dans les cours constitutionnels, même s'ils font ces décisions que je crois qu'ils doivent prendre? Je crois pas. Je crois que ça nous aide de comprendre le monde, de voir clairement qu'on vit dans des démocraties libérales et qu'il y a, et c'est un concept complètement normal dans le droit, par exemple, qu'il y a des différents droits fondamentaux qui peuvent limiter l'un l'autre. Et ce n'est pas un problème. Alors, j'ai un droit à la liberté de parole, mais j'ai aussi pas le droit à nuire à l'autre personne. Alors, je ne peux pas
gridé qu'il y a, du feu dans ce bâtiment jusqu'à maintenant. Non, alors, c'est deux droits qui vont l'un contre l'autre et un limite l'autre. Et de la même manière, on a deux valeurs fondamentales, la démocratie et le libéralisme. Il y a certains cas dans lesquels le libéralisme limite la démocratie. Et si, par exemple, la majorité des gens votent dans un référendum à tuer une personne précise dans un État, c'est démocratique pour moi, mais c'est une bonne conséquence de l'élément libéral de notre système que j'espère la Cour constitutionnelle va dire non, c'est pas possible. Mais je crois, alors ça, c'est pour moi, ça, ce n'est pas un problème. Ça, c'est un bon élément de notre système politique. Mais pour être exact, je dirais que oui, c'est un élément libéral qui limite, dans ce cas, l'élément démocratique. Comme il y a beaucoup de droits fondamentaux dans les droits d'individus qui peuvent limiter l'un l'autre dans certaines situations extrêmes. Alors merci pour ces réponses, Yascha Mounk. Ça va être difficile d'organiser vraiment une conversation parce qu'il y a énormément de choses qui ont été dites à la fois par les uns et par les autres, mais peut-être autour de ces fameuses solutions. Alors je vais rappeler quand même les trois grands problèmes que vous avez définis pour la démocratie aujourd'hui. La fin de l'augmentation du niveau de vie, donc le problème des inégalités qui occupe évidemment aujourd'hui beaucoup la question, le débat public et notamment les questions politiques. La question de l'homogénéité raciale ou ethnique des démocraties, ça c'est quand même aussi une question très intéressante sur la démographie et le rôle, évidemment le poids des questions migratoires dans l'évolution politique des démocraties. Et la troisième question, c'est une sorte c'est la question du rapport des élites avec le peuple et que vous illustrez notamment à travers la parole, la prise de parole, le droit à la parole par l'évolution du droit à la parole par le biais d'Internet et du numérique. Et à ça, vous répondez, vous donnez trois réponses. Il faut domestiquer le nationalisme, penser à un nouveau patriotisme inclusif, on dirait du Emmanuel Macron, réparer l'économie, ça c'est une autre de vos propositions, donc en agissant sur ces questions des inégalités en particulier. Et la troisième proposition, vous appelez à refonder la religion civique, c'est-à-dire lutter par l'éducation contre les discours de haine. Vous m'arrêtez si j'ai oublié quelque chose ou si j'ai été imprécis, mais je pense que ça permet peut-être, si vous voulez, Nicolas Bevresse, puisque vous avez dû laisser les solutions de côté tout à l'heure, de nous pencher là-dessus, et peut-être pour continuer la conversation sur à la fois cet état de la démocratie, l'évolution et peut-être les solutions qui nous permettraient de sortir ou en tout cas d'éviter de sombrer. La seule chose que je vais ajouter, c'est que j'aurais dû vous laisser résumer tous les bouquins. Je vais aller très vite pour laisser du temps pour le débat et la conversation. Je crois que le point de départ fondamental, c'est qu'il ne faut pas se tromper de démarche face au populisme et que c'est souvent le cas. Donc la dénonciation et la posture morale ne font que renforcer les populistes. Et donc il faut s'attaquer aux causes profondes du populisme parce que, comme il est montré dans ce livre, oui, les opinions, les individus sont ensuite manipulés à travers les passions collectives, mais les difficultés, le terreau sur lequel, les dysfonctionnements sur lesquels le populisme aujourd'hui croît, ces difficultés sont réelles. Alors, est-ce qu'il y a des raisons de ne pas désespérer de la démocratie ? Comme je vous l'ai dit, elle est mortelle, mais elle n'est pas forcément déjà battue. Première raison qui est très importante, c'est que les ennemis de la démocratie eux-mêmes rencontrent des difficultés. Quand on regarde le djihadisme, c'est juste une culture de mort. Ça apporte de la destruction, de la misère, de l'oppression. La forme politique ne peut pas exister durablement. C'est ce qu'on a vu avec l'État islamique. Et il a été rappelé que la théocratie iranienne a réussi à s'étendre, mais elle n'a jamais vraiment réussi à essaimer. Du côté des démocratures, il y a aussi des difficultés. Est-ce qu'on peut être à la frontière d'un capitalisme de services et d'innovation sans liberté politique ? C'est le pari de la Chine. Ça sera compliqué.
Côté Russie, c'est un suicide économique et démographique. Et côté Turquie, ils sont plus ni à l'est ni à l'ouest, ils sont nulle part. Et ils commencent à être rattrapés par le côté complètement absurde de la politique d'Erdogan. Et quant aux populistes, c'est vrai que c'est souvent trop tôt pour juger, mais il y a un cas que je trouve un cas d'école, puisque c'est le cœur du système démocratique qui a été attaqué en 2016 avec le Royaume-Uni, la plus ancienne et la plus respectable des démocraties, et puis les États-Unis, la plus puissante. Sur le Brexit, on a quand même déjà le résultat. C'est-à-dire que c'est la revanche des experts. Tous ceux qu'on avait dénoncés comme étant des technocrates, des bureaucrates, des représentants des élites, eh bien, tout ce qu'ils avaient dit sur la croissance, sur les investissements étrangers, sur ce que ça allait représenter en termes d'augmentation de l'inflation, de baisse du pouvoir d'achat, sur les problèmes que ça pouvait poser politiques avec l'Écosse ou l'Irlande, tout ça est exactement réalisé. Alors, ça ne veut pas dire que les populistes ont perdu, parce que d'une certaine manière, c'est comme dans les années 30, on peut avoir une course au populisme, c'est-à-dire que l'échec du populisme amène à un emballement du discours déraisonnable. Donc ça ne suffit pas, mais c'est quand même un point qui est très important et qui nous rappelle une chose fondamentale, c'est que tous les adversaires de la démocratie sont avant tout forts de nos faiblesses. Et c'est ça qu'il faut corriger. Donc je crois que les faiblesses pointées par le livre de Yasha-Mounk sont tout à fait... Et les sources ensuite de travail sont tout à fait là. Je rappelle qu'à la fin du 19e siècle, on a réussi à intégrer la classe ouvrière grâce au suffrage universel et à l'invention du salariat. Qu'en 1945, on a réussi à installer un régime de stabilité du capitalisme et de renforcement de la démocratie à travers les États-providence. Donc c'est certainement plus ces solutions qui sont aujourd'hui les bonnes, mais ça montre que la réinvention a été possible. Alors, sur quoi travailler ? Je peux évidemment sur la croissance inclusive, sur le fait de refaire la nation. Pour ça, l'éducation est fondamentale parce qu'on s'éduque à la liberté. Du côté des technologies, c'est vrai que je pense qu'évidemment, il faut réintégrer les réseaux sociaux dans l'état de droit. Et il faut, là aussi, avoir un formidable travail d'accompagnement de cette révolution digitale pour qu'elle n'amène pas à des formes d'exclusion. C'est une machine à polariser les individus, les entreprises et les territoires. Donc si on laisse faire simplement cette polarisation, on va effectivement avoir des difficultés. Autre source de travail. On l'a rappelé, la participation des citoyens. Et là, les technologies, comme toujours, c'est juste un instrument. Ça peut être très positif sur la manière, précisément, d'éviter que le citoyen fasse une délégation entière pour 3, 4 ou 5 ans. Ça peut permettre de réassocier les citoyens aux décisions. Dimension fondamentale, la sécurité. On a oublié que c'est la condition première de la liberté. Et donc, si on veut avoir de l'ouverture, ce qui est fondamental dans une démocratie, on doit avoir des frontières. Et là-dessus, il y a un travail très important à faire qui a été abandonné. Et enfin, c'est vrai que, comme on l'a dit, c'est un nouveau monde où les démocraties n'ont plus le monopole du capitalisme, n'ont plus le monopole de l'histoire du monde. Si elles se désunissent et si elles perdent le sens de leurs valeurs communes, elles seront affaiblies. Donc, il y a un travail à faire exactement à l'inverse de ce qu'a entrepris Donald Trump. Source d'espoir, et pourquoi ça n'est pas simplement des mots en l'air. Alors, contrairement à Yasha-Mounk, je trouve que l'exemple grec est positif. C'est-à-dire que la Grèce, avec le choc qu'elle a subi, aurait pu retourner au régime des colonels comme en 67. Et l'ajustement était indispensable. Le choix de la Grèce, de la démocratie, de l'ajustement et de l'Europe me paraît est fait par un homme qui précisément a fait le chemin inverse, qui est allé du populisme à la responsabilité. Je trouve que c'est un cas très intéressant. On a rappelé l'Europe du Nord, et je voudrais dire, pour alimenter juste un peu le débat sur les cours constitutionnels, que dans les motifs d'espoir qui viennent des États-Unis, c'est le fait que l'état de droit résiste quand même. Et que dans ce qui résiste, c'est quand même le système judiciaire aujourd'hui qui est en tête, et une partie de la société américaine et des médias évidemment. Et donc, si vous voyez que finalement la clé, comme toujours quand la démocratie est attaquée, le rempart ultime, c'est le citoyen, et c'est sa capacité, et ce qui a été rappelé dans les sondages, est-ce qu'on garde ou pas la foi dans la liberté ? Et je voudrais juste terminer en vous disant que finalement,
Si on regarde la France, elle a fourni 3 grands penseurs du libéralisme dans des périodes de crise. Les 3 sont morts au cœur des difficultés et aucun des 3 n'a renoncé à la liberté. Tocqueville meurt en 1859. C'est le moment de l'empire autoritaire à son zénith. Et il rappelle que néanmoins, c'est la démocratie qui est l'avenir des hommes de l'Europe et de la France. Élie Halévy meurt en 1938. Il a annoncé la Seconde Guerre mondiale. Il voit toutes les bêtises, les erreurs des démocraties, mais il conserve confiance. Raymond Aron meurt en 1983. C'est la crise des euromissiles. C'est un moment extrêmement fragile, vulnérable et difficile. Et lui aussi meurt et rappelle à la fin de ses mémoires qu'il ne désespère pas de ces régimes fragiles et turbulents, mais dont il est acquis que ce sont les seuls qui, aujourd'hui, permettent encore de préserver la dignité et la liberté des hommes. Gilles Finkelstein, vous pouvez évidemment réagir sur ce que vous voulez, mais je me dis que l'auteur du piège identitaire ne peut pas ne pas réagir au moins au deuxième point développé par Yascha Mounk sur la question de l'homogénéité et de l'identité des peuples. Mais bon, vous faites évidemment ce que vous voulez. Alors, vous êtes chez vous, ou presque. En 3 minutes pour qu'on ait et donc en style excessivement télégraphique pour qu'on ait du temps pour l'échange. Y a-t-il des raisons de ne pas désespérer des démocraties ? Je le crois profondément. Et je pense même qu'il faut commencer par s'inscrire en faux contre cette idée qui gagne petit à petit que les démocraties sont des régimes fragiles. Je pense que c'est exactement le contraire. Les démocraties sont les régimes les plus solides. Et ce qui est fragile, ce sont les régimes totalitaires. Ce sont eux qui s'écroulent comme des châteaux de cartes du jour au lendemain. Deuxièmement, je crois qu'il est juste, je crois que c'est Nicolas ou Yascha qui vient de le dire, que l'échec des populismes ne sera pas suffisant. Il ne sera pas suffisant parce que la mécanique populiste, exactement de la même manière que la mécanique complotiste, fait que l'échec sera de toute manière interprété comme étant une raison supplémentaire pour faire des pas supplémentaires sur la voie du populisme. Et que donc, d'abord, on ne sait pas quand et comment l'échec interviendra, et qu'en tout cas, ça serait une folie de compter simplement là-dessus. Enfin, dernière remarque, beaucoup des remèdes figurent dans les parties qui ne sont pas les parties sur les remèdes du livre de Yascha. C'est-à-dire dans l'analyse elle-même, dans la manière dont on doit penser le populisme et le traiter, il y a des remèdes. Sur la partie sur les remèdes, les 3 points qu'a évoqués Raphaël, le problème est que je suis d'accord à peu près à 100% avec ce qui a été dit. Pourquoi je dis que c'est un problème ? C'est que le constat souvent est très original et que les solutions sont souvent très classiques. Que pour beaucoup, c'est des choses qui ont été faites par les différents gouvernements, notamment européens et notamment sociodémocrates, depuis, ou qui ont tenté d'être faites. On peut reprendre les différents chapitres depuis des années. Et donc, je pense une des questions très, très lourdes est de savoir pourquoi. Donc ça peut faire l'objet peut-être d'un prochain livre, je ne sais pas de qui, de l'un d'entre nous ou d'autres, mais je crois que c'est ça une des difficultés. Dernier tout petit point, dans les propositions, il y a les 3 chapitres qu'on a évoqués, mais il y a des choses qu'il n'y a pas, qui m'ont frappé, c'est que le cœur du livre est une réflexion sur la démocratie et il y a très peu dans les remèdes sur les dysfonctionnements de la démocratie elle-même, à l'exception de la question de l'argent, question centrale aux États-Unis, question nettement moins lourde dans les autres pays européens et qui n'est pas réglée de manière parfaite en France, mais qui n'est pas aujourd'hui le problème majeur. Et donc sur la question de la manière dont nos démocraties, et notamment nos démocraties parlementaires, ont été pensées au cours du 19e et du 20e siècle, et la manière dont elles doivent s'adapter aux réalités du monde d'aujourd'hui, là, il y a, je crois, aussi un champ de travail absolument considérable. Sur la question de l'argent, pour ceux qui sortiraient trop optimistes, malgré tout, il y a le livre de Julia Cagé, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le lire, vous allez débattre avec elle, je crois, ça me donne l'occasion de le dire, à Strasbourg, à la librairie
Keller, je crois, Kléber, pardon, très, très bientôt, et donc qui est moins optimiste que vous, Gilles Fickenstein, sur le rôle de l'argent dans la démocratie française. Le temps que vous réfléchissiez bien à votre question, 2 minutes pour conclure à Yascha Mounk. Et je ne sais pas s'il y a un micro qui doit circuler ou si... Voilà, il y a des micros qui vont circuler. Faites signe et on va prendre peut-être des séries de questions, peut-être une ou deux ou trois questions. Voilà, il y a déjà beaucoup de mains qui se lèvent. Yascha Mounk pour conclure. Alors, et puis on va prendre les questions. Je ne vais pas répondre à chaque point parce que je veux aussi un peu discuter avec tous les gens dans l'audience. Juste deux pensées. Alors la première, je suis plus ou moins d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est fondamental qu'on ne fasse pas l'erreur de réagir à la montée du populisme en disant maintenant il faut défendre tous et pas changer rien. Et si on regarde par exemple l'élection de 2016 aux États-Unis, le problème fondamental, c'était que les Américains avaient un choix entre une politique extrémiste de changement et une politique modérée de status quo. Et s'ils ont choisi Trump, ce n'est pas parce que la majorité des Américains est extrémiste, c'est parce que la majorité voulait vraiment du changement. Et alors, ce qu'on doit faire pour gagner les élections, par exemple, contre les populistes, c'est d'inventer une politique modérée du changement. Une politique qui n'est pas extrême de manière idéologique, une politique certainement qui n'abandonne pas les principes fondamentaux de notre système politique, mais qui est même en colère, qui est en colère contre certaines des faillites desquelles vous avez parlé, qui est en colère certainement contre le rôle de l'argent dans la politique, au moins aux États-Unis, je dirais peut-être aussi dans d'autres pays. Et là, je suis d'accord que ça a été plus difficile pour moi de proposer des choses vraiment radicales parce qu'il y a aussi moins de pensées dans ce champ-là. Même si peut-être j'étais un des premiers de parler de la crise de la démocratie, il y avait beaucoup d'autres analyses avec lesquelles j'étais en conversation. Quand j'écrivais la partie sur les solutions, il y avait beaucoup de moi que je lisais où je dirais « Ah, ça, c'est vraiment originel et intéressant et important ». Et du coup, je suis un peu en train de bosser sur ce champ maintenant. Mais je crois que ça, c'est une tâche pour tous de nous dans notre salle, dans cette salle, de mettre notre énergie sur ça. Parce que, pour paraphraser un peu un roman pas français mais italien, pour maintenir ce qui est important à nous, il faut changer beaucoup dans ce moment. La deuxième pensée est peut-être même genre un peu de philosophie de l'histoire, ou quelque chose comme ça. Je suis d'accord que ce n'est pas du tout joué que les systèmes autoritaires vont avoir plus de succès. Et en fait, quelqu'un a dit que Fukuyama était plus ou moins un criminel il y a une heure. Je ne suis pas sûr. Je crois qu'en fait, la question fondamentale qu'il a posée dans son ouvrage n'a pas encore été répondue. Parce que ce que dit la fin de l'histoire, ce n'est pas qu'il n'y a pas de révolutions, de guerres à venir. C'est qu'à la fin, quand on est dans des sociétés assez riches, assez sécures, les principes fondamentaux qui motivent les gens vont être la souveraineté du peuple et la liberté individuelle. Ce qu'on voit maintenant, c'est que beaucoup de gens ont oublié les enjeux historiques, ont oublié qu'est-ce que c'est vivre dans un système totalitaire ou autoritaire. Ils sont vraiment fâchés contre les faillites de notre système et du coup, ils ont oublié comment c'est important ces valeurs et comment c'est facile de les perdre. Mais on n'a pas encore vu qu'est-ce qui va arriver une fois qu'ils vivent vraiment dans un système qui n'est pas démocratique. Alors, les Américains qui disent, je ne vais pas citer ce nombre, mais les Américains, le nombre fortement croissant qui disent peut-être un gouvernement militaire, ça n'est pas mal. Je ne crois pas qu'ils aimeraient en fait vivre sous le gouvernement des colonels. Et les Français qui disent peut-être il y a d'autres systèmes démocratiques qui seraient très très bien, je ne crois pas qu'ils aimeraient bien s'ils se réveilleraient en Venezuela, en Corée du Nord, etc. Alors, une des grandes questions
pour moi, auxquelles je ne sais pas encore la réponse, c'est qu'est-ce qui va se passer, par exemple, dans l'Hongrie, dans la Pologne, dans 15 ou 20 ans. À un certain moment, je crois que les gens vont se réveiller et vont dire Orban, Kaczynski est devenu un dictateur, je ne veux plus vivre sous lui. Mais la question, évidemment, c'est que c'est difficile de battre un dictateur. Et peut-être la technologie digitale, ça va rendre encore plus difficile de battre une dictature. Alors la grande question, c'est à ce point, est-ce que c'est vrai que les peuples vont arriver à un moment où ils se rebellent contre ces nouveaux genres de dictature? Et s'ils se rebellent, est-ce qu'ils gagneront? Et pour moi, on pourra juste répondre à la question qu'a posée Fukuyama il y a 20 ans, à ce moment-là. Merci pour cette conclusion, Yascha Mounk. Alors, les bras se lèvent, peut-être... voilà, alors, je prends une question là. Voilà, Monsieur Weber, je vous ai vu. Là aussi, je vais en prendre 3, voilà. Monsieur? Merci, je voudrais interpeller les racines mêmes du débat avec une question très très naïve, très simple. Est-ce que finalement le populisme n'a pas raison d'interpeller une démocratie qui serait déjà morte? Alors bon, c'est très flagellant comme question, mais quand on regarde aux États-Unis Bob Kennedy presque succédant à John, quand on voit Bush plus Bush, quand on voit le couple Clinton, quand on voit à côté Trudeau versus Trudeau, est-ce que c'est pas déjà mort, la démocratie? Et est-ce que le populisme n'est pas tout simplement une révolte, passage, sans doute, on l'a beaucoup développé, mais une réponse? Et est-ce que, en effet, c'est pas une révolte du peuple américain que de voter pour un imbécile, moi je vais dire? Et est-ce que c'est pas aussi une réponse du peuple britannique de répondre par une imbécilité, encore une fois, devant quelque chose qui est capté par, en effet, les élites? C'est très simple. Je prends une autre question, parce que je pense que c'est pas mal de fonctionner avec plusieurs questions. Peut-être, voilà, Henri Weber, vous levez la main depuis tout à l'heure, donc je suis obligé de vous la donner. Puis il y a un autre micro là-bas, donc voilà. Allez-y, je vous en prie. J'ai le bénéfice d'être en face de toi, c'est tout. Une des grandes forces des populismes, notamment européens, c'est pas seulement qu'ils sont hyper démagogiques, mais qu'ils sont vierges de tout bilan. Le jour où ils auront des bilans à présenter face à nos concitoyens et à leur attachement viscéral à la démocratie et à la liberté, parce qu'il faut faire attention avec ce sondage. Les dictatures se sont effondrées depuis 89-90. Bon, ça fait 30 ans. Et les jeunes sondés dont tu parles, ils n'ont jamais connu des régimes totalitaires en face d'eux et des dictatures. Ils ont vécu constamment dans les démocraties libérales qui sont les nôtres. Et quand on leur pose la question, est-ce que vous pensez qu'un autre régime plus autoritaire, plus démocratique serait possible, ils entendent, est-ce que vous êtes content de votre situation? Est-ce que vous ne voulez pas changer votre société? Il faut faire attention à quelles questions ils entendent et à quelles questions ils répondent. Et c'est pourquoi la question que je voudrais vous poser est la suivante. Nous sommes rentrés dans un nouvel âge de la démocratie, depuis un certain temps déjà, médiatique, numérique évidemment, mais aussi sceptique, individualiste, et c'est ça mon point, passablement impotente. La démocratie, on en attend qu'elle soit représentative, mais on en attend aussi, et notamment le peuple, qu'elle soit efficace. Et si elle est impotente, si elle n'a pas de pouvoir effectif, parce qu'il y a eu la mondialisation des acteurs économiques et les acteurs publics sont tous restés étroitement nationaux et qu'en conséquence, ils n'ont plus prise, j'ai terminé, alors là, on fait l'expérience de l'impuissance et de l'impotence du politique tel qu'il est. Et je crois que c'est une des sources majeures de la poussée populiste, et c'est un des terrains sur lesquels il faut répondre pour pouvoir y faire face. Il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Je vais quand même prendre une troisième question. Je crois qu'il y a un jeune homme qui a déjà un micro. Ah,
Il a été... Pardon, je ne vous ai pas vu. Non, pardon. Je voudrais apporter un petit complément d'information aux enquêtes qu'a cité Gilles et qui permettent de répondre partiellement au moins à certains points et puis également poser une question. Le complément d'information, c'est que... Alors Gilles, c'était 24%, la première enquête et pas 25%, mais peu importe. Le complément d'information, c'est pas ça, ça c'est un détail. C'est qu'on a ensuite conduit une enquête où on a demandé à ceux qui nous disaient et ce ne sont pas les jeunes, à ceux qui nous disaient un autre régime est tout aussi estimable, utile, préférable à celui de la démocratie, on leur avait à ceux-là proposé des scénarios. On leur avait soumis un scénario autoritaire, un scénario technocratique qu'on décrivait à chaque fois, technocratique où on court-circuitait complètement les élus en proposant de connecter immédiatement les citoyens à l'administration, et puis un scénario participationniste. Il y avait deux choses intéressantes, c'est que les trois scénarios quand même obtenaient des scores élevés, mais le scénario autoritaire n'était pas du tout le scénario qui était plébiscité. Donc je rejoins ce que vous disiez à un moment donné, il n'y a pas une demande du tout d'autorité de type dictature, parce que la question de la liberté reste fondamentale. En revanche, le scénario participationniste était celui qui était le plus puissant, le plus fort. Et on voit bien qu'une des crises de la démocratie relève d'une crise de la représentation et du sentiment qu'ont les citoyens vraiment de ne pas être associés au processus de décision. Donc je pense que c'est un point important et complémentaire. Et ma question qui va dans la foulée, c'est que jusqu'à maintenant, on raisonne, et ce que vous avancez comme analyse est tout à fait passionnant et innovant, mais on raisonne avec des individus qui sont tous intéressés par la politique. De manière négative ou de manière positive. Des populistes contre des partisans de la démocratie. Mais si on renverse un peu le spectre, si on travaille sur le rapport à la politique qu'ont les individus et sur la distance qu'ils prennent à l'égard de la politique, à ce moment-là, et c'est ma question, ne pensez-vous pas, moi j'ai essayé de travailler là-dessus, que la question de l'indifférence accrue à l'égard de la politique est une variable absolument déterminante aussi dans le combat entre, on va dire, les démocrates et les populistes ou les partisans d'autres systèmes, parce que vous avez des pans entiers de la société qui se mettent en dehors du jeu. C'est pas qu'ils sont contre la démocratie, c'est pas qu'ils sont pro-populistes, c'est qu'ils sont, je les avais appelés les prafistes, mais qu'ils sont de plus en plus indifférents à tout cela, pour de bonnes raisons. Et du coup, est-ce que ce n'est pas un segment, une posture, une attitude qu'il faut intégrer à la fois dans l'analyse et dans les solutions ? Alors, je pense qu'on a trois questions qui se rejoignent finalement. Et à chaque fois, je vais vous laisser répondre. Je rappelle quand même la première qui nous demande, monsieur qui nous demandait si la démocratie n'était pas de toute façon déjà morte, en prenant l'exemple de sorte de dynastie aux États-Unis, même si on ne retrouve pas forcément le même phénomène dans d'autres régimes démocratiques. Et ensuite, deux interventions qui insistent sur la question de l'inefficacité d'un côté, la question de l'indifférence qui est peut-être liée aux deux questions préférences finalement. C'est là on voit une partie de la population qui s'écarte de la démocratie, qui n'a plus foi en la démocratie, peut-être parce qu'elle constate une sorte de népotisme d'une certaine façon et une forme d'inefficacité de l'autre. Alors, est-ce que le populisme, il n'a pas raison d'une certaine manière? Une horloge qui ne fonctionne pas montre quand même 2 fois par jour le temps juste. Et de la même manière, les populistes, ils disent peut-être 3 ou 4 fois par jour des choses qui ne sont pas totalement bêtes. Mais c'est presque toujours dans leur analyse plutôt que dans leur solution. Quand même si on voit les manières dans lesquelles notre système a des vraies défaites, je crois que c'est très important de faire la distinction entre les défaites importantes et l'absence de certaines qualités complètement. Alors, aujourd'hui, par exemple, dans une interview que je faisais, quelqu'un m'a dit vous parlez des médias contrôlés en Russie et en Hongrie. Est-ce qu'on n'a pas aussi un problème en France avec les médias publics qui sont trop sur contrôle public? Et là, je dois dire que je ne connais pas assez les détails des médias publics français pour savoir si peut-être d'une certaine manière, il y a de certaines manières d'influencer sur les médias qui vont trop loin. Certainement, c'est quelque chose qui est très bien imaginable. Mais l'idée de comparer ça à l'Hongrie ou la Russie est juste immonde. Et de la même manière, dans une autre interview, quelqu'un m'avait dit mais en fait,
à la fin, les élections ne sont pas complètement libres ici. Est-ce que c'est vraiment différent à la Russie? Ou là encore, je vais dire, écoutez, on a certainement certains problèmes dans tous les pays, mais un pays où les gens ne peuvent pas se candidater s'ils ne sont pas sélectionnés par le dictateur, dans lequel un certain nombre d'oppositionnés sont empoisonnés ou tués, n'est pas comparable à notre système. Alors, je suis d'accord avec vous qu'il y a beaucoup de problèmes, par exemple, dans la démocratie américaine. Et certainement, la tendance, ça s'appelle comment en français, la tendance dynastique, est un certain problème. Mais c'est quand même les électeurs qui choisissent ces candidats dans les primaires et qui sont prêts à aller voter. Et il y a quand même d'autres possibilités, parce qu'à la fin, ni Jeb Bush en 2016, ni Hillary Clinton a été élu. Alors du coup, il faut quand même plus Trudeau. Mais il faut reconnaître la manière dans laquelle les populistes ont raison 3 ou 4 fois par jour, mais pas exagérer non plus. Et les populistes sont vierges de bilan dans certains pays, mais en fait, il y a eu des gouvernements populistes dans le monde, et il y en a eu assez beaucoup. Et alors, du coup, je viens de faire une étude qui n'est pas encore publiée avec une collègue, Jordan Kyle, précisément pour regarder qu'est-ce que c'est le bilan des gouvernements populistes dans le monde. Et le facit le plus important, c'est que c'est une erreur très grave de les sous-estimer. Parce que dans chaque pays où viennent au gouvernement les populistes, les élites politiques et intellectuelles, genre nous, disent « Mais ce mec-là, mais tu rigoles, mais ça ne va jamais fonctionner. Genre, dans 12 mois, il va être hors de pouvoir. » En fait, un gouvernement populiste en moyen dure le double d'un gouvernement pas populiste, et c'est une minorité des gouvernements populistes qui sont virés du pouvoir par des élections libres. Alors, c'est vraiment important de ne pas les sous-estimer. Sur le deuxième point, je crois que c'est tout à fait vrai qu'une des raisons pour lesquelles les gens sont fâchés contre la démocratie, c'est s'ils voient qu'elle est inefficace. Et ça, c'est vrai sur beaucoup de points différents. Moi, je suis en train de faire un reportage en Allemagne maintenant sur la politique migratoire. Et je crois qu'une des raisons de la colère entre les Allemands de souche et une des raisons de la peur entre les immigrés, c'est un État qui ne marche pas assez bien et qui ne prenne pas des peines assez dures quand quelqu'un viole les règles fondamentales de la société multiethnique. Un exemple de ça, c'est comme quelqu'un qui travaille pour l'État met en feu un appartement qui devait aller à une famille réfugiée. Il ne va pas aller aux prisons pour un seul jour et il assume encore sa fonction publique. Ça n'est pas acceptable. Et de la même manière, ça n'est pas acceptable qu'un réfugié puisse tuer une fille allemande de 15 ans. Et il a été condamné il y a quelques jours à 8 ans et demi de prison. Et probablement, il va en servir 4 ou 5. Dans un moment de tension très haute, je crois qu'il faut aussi que l'État montre qu'il sait être efficace et qu'il sait punir les gens qui mettent en danger la possibilité de vivre dans un pays multiethnique. De la même manière, si on pense de la mondialisation, les gens ont l'impression que mon État-nation ne peut faire rien contre la mondialisation. Il ne peut pas maîtriser ces changements économiques. Et alors, pourquoi peut-être j'ai besoin de quelqu'un comme Trump qui veut vraiment négocier pour moi, qui veut casser des choses. Comment répondre à ça? La classe responsable politiquement doit répondre à ça en se souvenant qu'en fait, l'État-nation est beaucoup plus fort de ce que nous pensons. Et la raison majeure pour ça, c'est qu'il y a
le caractéristique classique de l'État-nation est sur le territoire. Alors, si on parle de l'économie, par exemple, ça veut dire que même Google, même Apple doivent vendre des produits sur la terre française. Et alors, si Apple veut vendre des iPhones à Paris, et j'aime bien qu'Apple vende des iPhones à Paris, évidemment, on peut capter des taxes à Paris. Et alors, utilisant l'accès au territoire de manière beaucoup plus claire, on peut s'assurer qu'on capte un minimum des taxes sur les profits qu'Apple fait en France. De la même manière, il y a des individus riches qui peut-être sont prêts à passer 180 jours par an, ou 190 jours par an sur une plage en Bahamas pour ne pas payer les taxes en France, mais la grande plupart d'eux n'est pas prête à perdre la citoyenneté française. Et alors, on peut faire ça que font déjà les Américains et dire, si on est citoyen français, on doit payer les taxes en France, même si on passe 200 jours en Bahamas, bon divertissement, bonnes vacances, mais ça ne change pas le fait qu'on doit payer les taxes. Alors là, je crois qu'il y a des réponses assez concrètes qui montrent à la population que l'État-nation est capable, sans être contre la mondialisation, sans être contre le capitalisme, sans être contre le libre-échange, de maîtriser ces forces-là. Finalement, sur la démocratie participante, je crois que là, il y a un grand échec historique, en fait. Alors, on peut, dès le début de la démocratie représentative, ça n'était jamais le moyen politique le plus participatif. Ça aurait toujours été possible d'avoir des délégués qui doivent faire exactement ce que veulent leurs votateurs. Ce que Edmund Burke a décrit et déni dans le XVIIIe siècle. Mais il y avait une mythe, une histoire assez convaincante qui en disent les démocrates. Et c'était plus ou moins que ce n'est pas possible d'avoir la démocratie directe. Ce n'est pas possible que tous de nous réunissons dans une salle comme ça. Il y a trop de Français, ils sont trop élargis géographiquement, etc. Alors, du coup, il faut avoir le système qu'on a représentatif. C'est la solution la plus efficace à ce problème. Ce mythe a fonctionné très, très bien. Mais maintenant, il est menacé de manière assez profonde par la révolution numérique. Parce que les gens comprennent très bien qu'ils puissent aller sur Facebook et faire like, et ça va de 2 à 3. Non ? Ils comprennent très bien qu'on pourrait en principe avoir un site où nous discutons de tous les politiques et font les décisions concrètes. Et en même temps, et c'est fondamental ce que vous dites, en même temps, ils ne veulent pas. Si on demande aux Français de faire les décisions que fait aujourd'hui l'Assemblée nationale, ils ne veulent pas du tout. Et c'est un penseur politique libéral très important que vous n'avez pas mentionné, Benjamin Constant, qui décrit ça le meilleur dans la liberté des anciens comparée à celle des modernes. Et cette tension entre l'idée que les citoyens ont, que je veux la démocratie directe, je veux être comme vous voulez, je veux que moi je fais les décisions, et le fait qu'ils ne sont pas prêts à mettre le temps de faire ça parce que dans les conditions modernes, ça n'est pas faisable, est assez important. Et ça ne va pas être facile de trouver une solution à ça. Alors, je pense qu'on a encore le temps de prendre quelques questions. Il y avait madame, il y a le jeune homme qui voulait poser une question et monsieur aussi. Wow, là, il y a beaucoup de... Oui, madame, j'ai dit madame. Alors, on va faire des petits quotas dans la salle pour savoir exactement comment représenter les questions. Ça va nous prendre... On a Brice Teinturier, il va nous faire une petite analyse rapide et je vous donnerai les questions en fonction de cela. Non, madame, s'il vous plaît. Vous avez un micro ? Oui, si vous voulez, je pose ma question, est-ce que je vous le passe ? Ou alors vous la posez tout. Merci. Allez-y. Bon, Allez-y. alors honneur aux femmes.
J'avais une question sur les éléments que vous expliquez d'analyse, en fait, sur pourquoi aujourd'hui il y a cette crise de la démocratie et le lien avec le libéralisme. Je me demandais simplement si dans cette étude, il y avait aussi la dimension écologique qui rentrait en compte le fait que, effectivement, aujourd'hui, l'avenir de l'humanité soit en question quelque part, ou en tout cas, je ne sais pas comment ça peut agir dans ce phénomène-là, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez analysé, et est-ce qu'aujourd'hui, certaines personnes disent au fond, on arrive à la rupture du modèle du libéralisme, et puis on voit bien que ça crée de la pauvreté, que ça crée des crises migratoires, que ça crée, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez analysé, et est-ce qu'il y a un effet effectivement sur aujourd'hui la crise de la démocratie? Donc, la question écologique, une deuxième question là-bas. Oui, bonjour, merci de toutes ces explications. Moi, j'ai une question, alors je vais peut-être me flageller. Je fais partie d'une génération des années 50 où j'ai l'impression d'avoir enfanté, éduqué des jeunes qui aujourd'hui sont plus égoïstes que tout, qui ne pensent pas à la société, à la nation, à l'État. Et en fait, on a quelques-uns ici, je pense, combattu des lois, des règles, les 35 heures, la peine de mort, la retraite à 60 ans. Et aujourd'hui, ces gamins n'ont rien, ils n'ont pas de fait de société, ils n'ont pas de combat qui les rassemble pour la société, pour la vie de la nation. Alors je pense que cette sensation peut les amener vers un genre d'écoute du populiste. Et ma deuxième question, elle est... Donc il faut continuer à l'éducation, bien sûr, mais j'ai une grande peur aujourd'hui, je suis terrorisé devant les élections européennes qui arrivent. Lorsque vous annoncez les chiffres, de 26, 27, 30%. Et en plus, les élections européennes où on va voter à un tour, il n'y aura pas de deuxième tour. Et dans ces pays d'Europe de l'Ouest, j'ai juste une grosse crainte, mais je suis profondément européen, même si l'Europe a plein de défauts. J'ai juste peur qu'elle tombe aux mains des populistes. Et là, j'ai juste cette crainte que peuple versus démocratie, c'est demain. Je vous demanderai d'être très bref dans vos questions parce qu'il reste très peu de temps. Donc, si on devait résumer votre livre très brutalement, vous proposez de reterritorialiser le politique. Et ma question, en fait, tient au fait que c'est pas tellement une solution qui est nouvelle, puisque au fond, il y a beaucoup d'auteurs dans des familles idéologiques différentes qui l'ont proposé. On peut penser par exemple à Pierre Manant dans les années 90. Ce qui est nouveau, c'est qu'autant de voix à gauche se proposent cette reterritorialisation du politique. Et aux États-Unis, vous n'êtes pas le seul. Il y a vous, bien sûr, mais il y a aussi William Galston ou Mark Lilla qui ont publié des livres ces derniers temps sur ce sujet. Et est-ce que vous avez l'impression d'être membre d'un... Enfin, comment vous pensez vos relations à ces auteurs? Est-ce que vous êtes membre d'une sorte de mouvement de prise de conscience de la gauche américaine? Et est-ce que vous n'avez pas l'impression de prêcher dans le vide, dans le sens où elle est fortement partagée entre la gauche identitaire, dont vous parlez dans votre livre, et si vous pouviez ajouter un mot par rapport à ça, et l'internationalisme libéral? Toute dernière question, vraiment très très rapide. S'il vous plaît, l'Afrique. S'il vous plaît, l'Afrique. Hein? Attendez, une petite seconde, parce que monsieur a le micro. Et dans le siège d'Obama en France, malheureusement, on ne peut pas s'exprimer. On est tout le temps bloqué partout, sur tous les réseaux sociaux. Très court, vous évoquez la question. Pour les européennes. Vous évoquez justement la question identitaire dans les origines du problème que vous posez, et dans les solutions que vous apportez. Vous avez deux chapitres, un qui traite du renouvellement de la foi civique, et un autre qui traite de la domestication du nationalisme, notamment par le biais de patriotisme inclusif. On est en France, on a notre fameux modèle républicain. Alors il marche pas. Moi je trouve qu'il marche. En tout cas, pour moi, il a marché. Peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots de ce que vous évoquez dans le livre sur cette question-là, puisque la question identitaire est quand même centrale, et vous l'évoquez, c'est le premier chapitre des origines du débat démocratie et peuple. Si vous pouviez évoquer en quelques mots ce point-là et la solution que vous proposez du renouvellement justement de la foi en la citoyenneté. Alors, l'Afrique, s'il vous plaît. Un petit effort. C'est la troisième fois que je suis en campagne européenne, et ça fait la troisième fois que je suis censurée. Donc venez vous inscrire sur ma liste Euromède. Donc voilà. Vous n'avez pas très envie de vous donner la parole, excusez-moi. Monsieur du Canada et de Pologne, vous avez 3 mots que vous n'avez pas utilisés. Lanceur d'alerte. Donc Assange est toujours enfermé. Et merci au Canada, parce que tous les lanceurs d'alerte américains se sauvent pour éviter la guerre d'Irak. Ils se sont tous sauvés par le Canada et Edward Snowden.
est en Russie. Merci Poutine. Et la fracture numérique des Africains, on n'en peut plus. Les Africains souffrent du manque de formation numérique par rapport à l'Europe du Nord. Ils sont complètement désavantagés dans leur organisation. Et l'abstentionnisme, bien évidemment, plus personne ne veut voter parce qu'on voit bien que tout est truqué. Tous ceux en France qui veulent imiter Obama, ils sont bloqués systématiquement et on en souffre énormément. Merci. Voilà pour les questions. J'ai 53 ans, donc je connais, c'est pas d'aujourd'hui. Hein, merci. Très bien. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, je pense que vous avez pris des notes, Yasha Mounk, je vous laisser y aller. Non, il y avait la question écologique au tout début, comment est-ce qu'elle intervient. Il y avait évidemment la question de la participation et des fractures qui ne sont pas que des fractures numériques ou démocratiques au sein dans cette mondialisation. Mais je ne sais pas si vous avez vraiment réussi à répondre à ça à travers l'enjeu démocratique. Ce n'est pas évident. La question de la jeunesse égoïste, on est tous les deux nés dans les années 80, on se reconnaît évidemment dans cette remarque et presque une critique. Et la question de la reterritorialisation. Donc voilà, ça fait... et vous avez à peu près 3 minutes, hein, je pense, pour... Très bien, pas de problème. Alors, au travail. Alors, premièrement, la question, comme je l'ai compris, c'est plus ou moins la thèse, par exemple, de Naomi Klein, qui dit que pour sauver le climat, pour répondre au réchauffement climatique, il faut plus ou moins abolir le capitalisme. Et pour moi, ça, c'est une grosse erreur pour 2 raisons. Premièrement, on ne peut pas penser de manière internationale et avoir le moindre parti de solidarité pour des gens dans des pays pauvres sans réaliser, premièrement, qu'il y a un besoin urgent de développer encore beaucoup du monde parce qu'il y a des gens dans le monde qui n'ont pas accès à l'électricité, qui n'ont pas accès à l'éducation et c'est une vie dramatique et alors là, il faut avoir du développement économique. Et deuxièmement, qu'en fait, grâce au capitalisme et grâce au libre-échange, il y a plus que 2 milliards de personnes dans les dernières 20 ans qui ont échappé cette sorte, qui maintenant gèrent une vie de niveau peut-être relativement basse, mais beaucoup mieux qu'ils vivaient il y a 20 ans. Et alors pour moi, la réponse au réchauffement climatique, et en fait, j'enseigne un cours sur ça à Harvard, c'est de régler le capitalisme, c'est d'utiliser la technologie, mais ça n'est pas de dire au revoir à la croissance économique. Ça n'est pas la bonne réponse. Les jeunes égoïstes, je voudrais juste dire que peut-être il y a aussi de certains vieux égoïstes. Et que peut-être, en fait, si on regarde l'ensemble de notre politique des dernières 40 ou 50 ans, elle a favorisé plutôt les vieux que les jeunes. En partie parce que les vieux votent et les jeunes ne votent pas. Et si on regarde, par exemple, un fait simple, que les retraites n'ont pas été touchées dans beaucoup de pays, en partie parce qu'on fait payer aux travailleurs des impôts sociaux très élevés qui empêchent, dans le sud d'Europe, à beaucoup de jeunes d'avoir un travail. Ça, ce n'est pas favorable aux jeunes, c'est favorable aux vieux. Si on regarde les politiques du logement, où on rend très difficile de faire de nouveaux logements, ce qui aide beaucoup aux gens qui avaient un travail correct à Paris dans les années 1970 et ont compris un appartement, acheter un appartement, et ce qui rend impossible la vie aux gens qui peut-être même ont un travail parfaitement bien aujourd'hui à Paris, mais qui savent qu'ils ne pourront jamais s'acheter une maison, un appartement, s'ils n'ont pas les parents qui leur passent d'argent. Alors, peut-être c'est plus compliqué. Sur l'Europe de l'Est, je vais juste dire une chose. C'est que Orbán et Kaczynski sont un drame pour les peuples hongriens et polonais, mais ils sont aussi un échec existentiel pour l'Union européenne. L'Union européenne peut bien survivre sans la Grande-Bretagne. Moi, j'aime bien l'Angleterre, j'ai fait mes études, ça me rattriste beaucoup qu'elle parte de l'Union européenne. Mais ça n'est pas un échec existentiel pour l'Union européenne. Mais l'existence des États membres gouvernés plus ou moins par des dictatures ou des démocratures est un échec existentiel. Parce que moi, autant que citoyen, ni canadien, ni dans ce contexte américain, mais allemand,
je comprends bien pourquoi je dois partager ma souveraineté avec le peuple français, par exemple. Pour les raisons qui sont évidentes, on parle toujours qu'ensemble, on ne peut plus résoudre de problèmes, etc. Évidemment. Mais pourquoi je dois partager ma souveraineté avec un dictateur à Budapest? Il n'y a pas une bonne réponse à cette question. Et alors, du coup, si on ne vire pas soit ces pays hors de l'Union européenne ou on sauve la démocratie dans ces pays, ça change fondamentalement la nature de l'Union européenne. Oui, ça nous amène à la question de la reterritorialisation et du mouvement de pensée dans lequel vous pourriez vous inscrire. On a vu récemment, puisque vous parliez de l'Allemagne, une évolution de la gauche de Die Linke, de la gauche européenne, avec l'apparition d'un mouvement anti-immigration, enfin en tout cas qui veut limiter fortement l'immigration contre la culture habituelle de la gauche, de la gauche allemande. Est-ce que vous percevez, est-ce que vous inscrivez dans cette évolution de la pensée de gauche dont certains penseurs ont été évoqués tout à l'heure? Non, pas du tout. Je crois que certainement Sarah Wagenknecht en Allemagne, c'est juste la continuation d'une tradition malheureusement assez vieille, d'une xénophobie gauchiste. Il y a beaucoup de fières traditions internationalistes à la gauche. On se souvient de Georges Marchais en France notamment, qui en effet pouvait incarner cette c'est pas nouveau. tendance. Bah, mes parents ont été virés de leur Paris, la Pologne, quand ils avaient 20 ans, par un gouvernement communiste qui était tourné antisémite et qui a viré tous les juifs hors de pays. Ça n'est pas un phénomène nouvel. Mais je veux dire quelque chose sur la question de Goldstein et Lila, etc., et la question du nationalisme, peut-être quelque chose d'un peu inspirant à la fin. Je ne sais pas le jeu de comment je me situe relative à Marc Lila ou Bill Goldstein, c'est peut-être pour en dire après, mais pour moi, dans ce moment-là, il y a deux distinctions politiques fondamentales. Il y a la distinction entre les libéraux dans le sens philosophique, les gens qui croient à la démocratie libérale, et les autoritaires. Et il y a une seconde distinction entre la gauche et la droite, pensée de manière assez classique, économique, sociale, etc. Moi, plus ou moins, je suis de la gauche libérale. Mais je crois que la distinction entre les libéraux et les autoritaires est beaucoup plus importante. Et alors, je pense des gauches libérales comme mes amis. Je pense de la droite libérale comme mes adversaires. Et je pense des autoritaires, s'ils soient à la gauche, s'ils soient à la droite, comme mes ennemis. Sur la domestication du nationalisme, à moi, l'idée que la nation, ou le nationalisme puisse être dangereux, et que peut-être la bonne réponse, c'est de dépasser le nationalisme, vient assez naturellement. Voyons aussi la biographie de ma famille, le fait que je suis né en Allemagne autant que polonais juif, etc. C'est assez évident pour moi. Mais si je regarde les développements politiques des dernières 20 ans, je constate que le nationalisme reste la force politique la plus puissante aujourd'hui. Et alors, je prends peur que si on le bat en espérant que nous devions tous des cosmopolites, on va perdre. Et ça veut dire que cette force très très puissante va être exploitée par les pires gens qu'il y a. Et alors du coup, je crois qu'il faut penser le nationalisme comme une bête demi-sauvage qu'il faut domestiquer. Et dans le moment où on la domestique, elle peut devenir utile. Parce que historiquement, le nationalisme était aussi la force qui nous a permis de dépasser les loyautés de famille, de sang, du village, pour qu'on puisse être à Paris. Et s'il y a quelque chose de terrible qui se passe à Marseille, même si la personne, si peut-être moi je suis blanc et la personne qui est nuit n'est pas blanc, je peux dire c'est mon concitoyen, j'ai de la solidarité avec eux, je veux les aider. Alors pour moi, il faut se battre pour un patriotisme inclusif qui dit qu'il y a quelque chose de positif dans notre solidarité nationale, mais qu'évidemment, cette nationalité, ce nationalisme doit être pensé de manière inclusive, que dire que ça ne dépend pas quelle couleur de peau quelqu'un a, quelle religion ils ont, etc. Juste pour finir, je suis parfois nommé un pessimiste.
Et peut-être il y avait quelque chose d'un peu pessimiste ce soir. Même peut-être déprimant, j'espère pas. Mais en fait, tout ça ne me rend pas pessimiste. Je crois que les enjeux sont énormes, que le bel monde dans lequel moi, je suis grandi, dans lequel je pensais que la démocratie existerait toujours, n'existe plus. Qu'en fait, il faut conquérir la démocratie. Mais je sais aussi qu'on est très différent pour le moment des citoyens ou des sujets peut-être de Venezuela, de la Russie, de la Turquie. Parce qu'on a encore notre liberté. On peut encore se battre pour notre idéal. Et je ne sais pas qu'est-ce que va être le sort de l'histoire. Je n'ai pas encore fait mon bouquin sur la philosophie de l'histoire. Ça vient peut-être dans 50 ans. Mais pour le moment, on ne peut pas prouver la thèse qu'on est impuissante. Il y a une bonne possibilité que ce que nous faisons va décider le futur de la démocratie. Et alors, je crois que c'est notre devoir d'essayer. Merci. Merci beaucoup Yascha Mounk. Donc, je rappelle que vos ouvrages sont disponibles, que vous avez peut-être passé un petit moment à signer. Vous pourriez poser donc des questions directement à Yascha Mounk. Merci Nicolas Bavrez, merci Gilles Fickenstein de nous avoir accompagnés lors de cette discussion. Et donc n'oubliez pas d'écouter France Culture, une radio publique de qualité. Merci.